Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus à cette nouvelle rencontre du musée du Quai Branly qui ouvre un nouveau cycle de conférences que le musée a souhaité lancer ou relancer en début d'année, les dialogues du Quai Branly. Il y a eu un premier cycle au premier semestre qui était consacré au continent africain, à la fois dans son histoire et ses enjeux plus contemporains. Ce nouveau cycle est titré « Des forêts anciennes aux défis écologiques d'aujourd'hui » qui fait écho à l'exposition qui a lieu en ce moment au musée du Quai Branly qui s'appelle Amazonia, mais aussi à la COP 30 qui va s'ouvrir à Belém en novembre au Brésil. Mon collègue de France Culture, Xavier Mauduit, je présente l'émission Culture Monde sur France Culture, mon collègue Xavier Mauduit présente l'émission Le cours de l'histoire. Lui, il sera chargé de présenter les rencontres qui parlent de la forêt dans ses enjeux, dans son histoire longue, et notamment la semaine prochaine, une rencontre autour du thème de la forêt vierge qui n'existe pas. Et il y a aussi, autour de l'Amazonie, la forêt dont on parle ce soir, beaucoup de fantasmes. Il y a d'abord eu des fantasmes liés aux grandes explorations, puis des fantasmes liés au colonialisme, de grands romans français comme ceux de Jules Verne, par exemple. Il y en a un qui se passe en Amazonie, un autre de Bernardin de Saint-Pierre, ou plus récemment, Romain Gary. J'ai croisé au détour du livre « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable ». Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre. C'est un narrateur qui a un certain âge et qui vit avec une très jeune Brésilienne qui a beaucoup de verve et d'imagination. Et il lui dit « Attends, nous, en France, ici, on n'a pas beaucoup d'imagination parce que nos enfants n'ont pas les grands paysages, il nous manque l'Amazonie ». Voilà, donc nous, on va essayer justement d'être un peu moins dans le regard occidentalo-centré qu'on peut avoir sur l'Amazonie, avec nos invités qui connaissent très bien le Brésil, qui ont fait de très nombreux et très longs voyages, ou qui en viennent, comme Carolina Arantes, qui est photographe et qui a fait un long travail photographique. On verra quelques-unes de ses photos sur l'élevage de bœuf. Bonjour Carolina Arantes. Bonjour. Pierre Gautreau, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous revenez tout juste de Bahia. Alors il y a deux Bahia. Là, c'est le Bahia qui est très près de Brasilia. Enfin, assez près de Brasilia. Oui, je pense qu'il y a plus de Bahia encore, mais oui, c'est pas le Bahia noir littoral, c'est le Bahia de l'intérieur, donc celui qui fait la transition justement vers le centre du pays. Donc vous en revenez tout juste. Et vous, Pierre-Louis Choquet, vous allez partir au Brésil bientôt et passer, je crois, un mois dans l'état du Pará, oui, où se trouve la ville de Belém, où se tiendra la COP. C'est ça. Et Pierre-Louis Choquet, donc je ne vous ai pas présenté, vous êtes sociologue chargé de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Peut-être d'abord parce que cette discussion s'inscrit dans le cadre de cette COP 30 qui va s'ouvrir le mois prochain à Belém. Le Brésil en est l'organisateur. Pierre-Louis Choquet, comment a-t-il préparé les choses? Est-ce qu'on le sait déjà? Et quel pays hôte et pays qui va présider cette COP souhaite-t-il être dans ce moment très important? On est 10 ans après l'accord de Paris. Ben c'est sûr que la COP 30 va être une échéance importante pour le président Lula. Après le mandat de Jair Bolsonaro, pour lui, il y avait un enjeu à restaurer la puissance géopolitique qu'il avait voulu donner au Brésil, en fait, une puissance particulière, dans laquelle il a essayé de mettre en avant la possibilité de réconcilier le développement économique et la protection de l'environnement. Donc évidemment, les politiques de Bolsonaro ont mis à mal cette promesse en la piétinant tout simplement, et en commençant à défaire les institutions qui permettaient de consigner ces contraires. Et donc l'enjeu pour le président Lula et plus largement pour le PT et cette partie-là du Brésil qui cherche à s'affirmer, c'est d'incarner cette puissance à la fois économique, géoéconomique, qui soit en même temps capable d'assurer la stabilité des écosystèmes à l'échelle planétaire et limiter le réchauffement climatique en luttant contre la déforestation. Donc il y a un peu une tension extrêmement forte pour le pouvoir. Je pense qu'on va en rediscuter. Tenir cette tension quand on zoome un petit peu sur les enjeux un peu plus précis dans tel État, dans telle industrie liée au développement de l'agriculture, c'est extrêmement complexe, difficile. Donc on peut discuter de savoir si Lula y arrive vraiment. Après, c'est un peu tôt probablement pour en parler. En tout cas, c'est un peu le contexte dans lequel la COP 30 s'ouvre,
enjeu de diplomatie pour le Brésil. Il a déjà dit, Lula, qu'il ne voulait surtout pas faire de cette COP une grande foire commerciale comme les précédentes COP, parce qu'on sait combien dans ces conférences pour le climat se battent au portillon tous les lobbyistes des industries pétrolières, mais pas seulement. Lui, il a dit qu'il voulait surtout pas faire de cette COP une foire commerciale. Pierre Gautreau, est-ce qu'il peut tout simplement tenir cette promesse-là, sachant que le Brésil est très encore dépendant de ses exportations de pétrole et que l'intention n'est pas aujourd'hui d'arrêter la production de pétrole, loin de là? Oui, bien sûr, pas du tout. Mais je pense que quand il dit aussi ne pas en faire une foire commerciale, c'est pas non plus livrer la protection de l'environnement à des mécanismes de marché. Ce qui a été un petit peu la grande marque du Brésil des années 2005-2010, justement sous les premiers mandats de Lula. C'est la promesse qu'en plus des outils de régulation classiques, on allait, au travers de mécanismes de marché, réussir à rajouter une couche de protection sur l'environnement. Or, le président Lula actuel, c'est un président empêché sur plein de domaines, mais notamment sur le domaine environnemental. On connaît beaucoup de présidents qui sont empêchés à l'intérieur, qui profitent de scénarios internationaux pour se renforcer également. Mais voilà, là encore, je pense que ça correspond bien au titre de la présentation. C'est le fait de remettre un peu l'État brésilien dans son rôle de régulation forte des questions environnementales. C'est un peu une promesse qu'il va falloir scruter avec attention. Et quand il disait aussi, Lula, qu'il ne voulait pas faire de la COP une grande foire commerciale, il parlait aussi de cet accord de Paris qui reposait sur l'idée que la transition pouvait se faire par le marché aussi. Ça, c'est quelque chose une chose sur laquelle Lula semble vouloir mettre un frein et se présente comme une puissance stabilisatrice aussi. Pierre-Louis Choquet, alors je sais que ce n'est pas votre registre spécialement, mais comme vous connaissez très bien le Brésil, peut-être encore un petit mot sur la façon dont le Brésil peut peut-être convaincre. C'est aussi l'année où le Brésil accueille les BRICS, convaincre d'autres puissances déçues, comme on dit aujourd'hui, pour être à ses côtés et pour peser dans ces accords pour le climat? Alors, peut-être si on prend un peu de recul en fait, sur l'histoire des COP, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais la grande nouveauté des accords de Paris, ça a été de valider le fait que les États n'allaient plus intervenir dans un cadre juridiquement contraignant, c'est-à-dire proposer des cibles de réduction d'émissions qui leur seraient opposables en droit. En fait, l'échec de ce système-là se profilait déjà à la COP de Copenhague, qui avait été un échec en 2009. Et en 2015, l'accord de Paris, il a été le fait d'acter une autre solution, qui est celle des contributions nationales. Chaque État arrive avec une contribution nationale, mais elle n'est pas juridiquement opposable. C'est-à-dire qu'on espère que la COP va être l'arène où ça va être le concours des bonnes volontés, et qu'ensuite les États se tiendront à leurs objectifs. En ce sens, ça échappe tout à fait au président Lula, en fait. C'est-à-dire que ce qui est devenu ce processus, voilà, c'est pour ça qu'il y a une critique qui a été de plus en plus formulée depuis les accords de Paris et les COP qui ont succédé. C'est le risque de basculer dans une gouvernance assez incantatoire, où on multiplie les effets d'annonce, alors que derrière, on a du mal, enfin, l'application n'est pas suivie, où il y a assez peu de personnes qui sont en réalité là pour contrôler en fait l'application des objectifs. Donc ça échappe assez largement en fait au bon vouloir du président Lula. En tout cas, ce que le Brésil a l'intention de faire dans ce nouveau régime, on va dire, qui est plus de l'ordre qui se base sur des propositions, c'est justement d'incarner une forme d'ambition. Qui sont un petit peu fragiles, parce qu'à chaque échéance présidentielle, elles peuvent être remises en cause. Mais toujours est-il que comme ils ont un stock de carbone forestier extrêmement important, déjà le simple fait de le préserver est pour eux un argument, en fait. Ça va un petit peu au-delà quand même, mais c'est en ça, et grâce à ce capital, on pourrait dire, de négociation en tout cas, que Lula peut se positionner en fait, dans ce régime climatique. Bon, il faut voir aussi ce qu'il y a derrière les histoires que racontent les diplomates brésiliens, parce qu'en effet, l'Amazonie est un énorme argument pour dire que le Brésil est une cheville ouvrière de la protection du climat, et c'est aussi une forêt et c'est pas la seule du tout au Brésil, et vous travaillez tous les deux beaucoup sur le Cerrado, qui est un état du Brésil dont on parle beaucoup moins, mais où la forêt est beaucoup plus menacée encore que l'Amazonie, on va en parler. Est-ce que vous pouvez nous situer, Carolina Arantes, la ville de Belém, là où va se tenir la COP? Elle est j'allais dire en plein milieu, pas du tout, mais elle est sur la côte. Elle est non, elle n'est pas sur la côte, elle est au nord en tout cas du Pará, un État qui est au nord du Brésil peut-être. Alors, j'allais dire, est-ce qu'on peut montrer la carte, parce que le Brésil est assez vaste. Voilà.
Et donc, Oui, donc Belém, c'est pas très loin de la côte, mais c'est... Non, Belém, elle est au bord de fleuve. Elle est au bord de fleuve, effectivement. Il y a des larges fleuves qui circondent la ville, mais c'est en plein cœur de l'Amazonie. Est-ce que vous voyez Belém sur la carte? C'est au nord, à l'est, entre São Luís et Macapá. Oui, mais de là, il y a des milliers de kilomètres entre Belém et São Luís et Macapá encore. C'est très large cette distance. Et malheureusement, on n'a pas un zoom dans cette image, mais elle est bien à la forêt amazonienne. Il faut juste mettre votre micro un tout petit peu plus près, je pense. Je ne sais pas si vous entendez bien. Oui, ok, très bien. Alors je me suis trompée. Voilà. Autant pour moi. Pas de souci. Donc, oui, c'est une ville amazonienne, effectivement, assez humide et assez tropicale. Mais ce que je trouve que c'est intéressant qu'ils ont dépensé à cette COP qui aura lieu à cet endroit, c'est déjà une démarche, on parlait de cette démarche politique de pays vers une conscience écologique. Et de Lula, le gouverneur de la région du Pará, dont Belém est la capitale, c'est un gouverneur assez controversé. Pará, c'est une région extrêmement importante dans la zone de déforestation. C'était dernièrement les zones les plus déforestées au Brésil. Donc là, dans cette carte, justement, je vous ai mis cette carte parce que toute la zone jaune à la carte de gauche, elle est l'Amazonie sous pression de déforestation. Et on voit que Pará, c'est toute cette région, si vous arrivez à voir le Pará. De l'autre côté, la carte, la partie marron, c'est toute l'entrée de bétail, de déforestation pour des bétails. Donc, dernièrement, effectivement, avec le gouvernement Bolsonaro, cela a été incentivé. J'étais justement là au jour du feu, dont les grands propriétaires terriens ont mis de feu sur les forêts. On peut montrer la photo, parce que la photo qui suit, donc une photo que vous avez prise en quelle année? Ça, c'était en 2023. 2023, on est dans l'état du Pará? Non, 2019, pardon. D'accord. 2019, on était là en état de Pará. Et donc, on était dans le territoire de Arara. C'était la population native des Araras. C'est la population native. C'est une très grande protection native de côté d'Altamira, d'ailleurs. Et on avait entré, il y avait 783 hectares de forêt brûlées. Ils étaient brûlés à la veille. Et c'était vraiment un désastre écologique majeur, mais cela était un seul zone de feu parmi des centaines de feux. Et donc, effectivement, la déforestation, elle a eu une question assez importante ces dernières années. Et donc, en revenant à la question politique, c'est que placer la COP 30 au cœur de Belém, qui d'ailleurs, cette semaine, le gouvernement a passé la capitale du Brésil, ne sera pas Brasilia, sera Belém cette semaine. Ça veut dire une pression assez importante pour cette région qu'elle fasse le pas nécessaire pour un changement climatique. Est-ce que le gouverneur de Pará va arriver à contrôler les conflits territoriaux qui existent et qui ne permettent pas les fermiers de montrer justement la base de déforestation, parce qu'il y a tout un système possible via satellite qui montre, mais pour cela, les propriétaires terriens doivent absolument avoir les données géographiques via satellite et aussi les documentations bien placées. Et cette documentation, vu l'histoire du pays, des colonisations de cet espace, elle n'a pas été faite. Donc, sans cette démarche-là, je ne suis pas sûre que le gouverneur va arriver à avoir les contrôles sur ces déforestations. Alors, pour bien expliquer le lien entre l'élevage de bétail et la déforestation, même s'il peut nous paraître évident aujourd'hui, il faut savoir qu'au Brésil, il y a 230 millions de têtes de bétail à ce jour. C'est plus que la population brésilienne. Et pour
permettre aux grands propriétaires terriens de faire de l'élevage. On pourra rentrer dans plusieurs détails, notamment le fait que des abattoirs, vous avez travaillé là-dessus, Pierre-Louis Choquet, ont été installés au cœur de l'Amazonie, ce qui a complètement changé l'écosystème économique et donner une sorte de blanc-seing aux éleveurs de bœuf au Brésil. Tout ça a été quand même assez organisé. On va revenir sur cette histoire-là. Mais pour donner un tableau un peu plus général sur la déforestation, Pierre Gautreau, il se trouve qu'en mai dernier, un organisme de recherche indépendant, MAP Biomasse, a établi une sorte de cartographie de la déforestation et qui, pour la première fois, montrait, depuis quelques années, 10 ans je crois, ou même plus, montrait que la déforestation avait ralenti. Mais derrière les chiffres un peu généraux, donc 1 024 000 hectares déboisés quand même en 2024, donc sous Lula, c'est une baisse de 32% par rapport à l'année précédente. Néanmoins, la déforestation continue. Comment est-ce qu'on peut donner une cartographie un peu plus fine de ces grands chiffres qui sont quand même assez encourageants, mais qui ne veulent pas dire qu'on reboise, mais juste qu'on déforeste un peu moins? Oui, alors sur les chiffres, il faut faire attention parce que dès qu'on en prononce plus de 2, on est perdu, à commencer par moi-même. Mais si vous voulez, les grandes courbes en fait, de la déforestation au Brésil, c'est un premier pic en 1995, en gros un démarrage de la déforestation amazonienne dans les années 70, avec l'aménagement du territoire amazonien par les militaires, pour incorporer ce territoire qui est une marge du Brésil au pays. On commence à l'équiper de routes, de voies de chemin de fer, de voies fluviales, et donc on commence à le déboiser. Sous la dictature. Sous la dictature, donc 64-84, la dictature brésilienne, la plus longue dictature du continent sud-américain à cette époque-là. Et en fait, le premier pic, c'est 95. Je ne vous donne pas les chiffres parce que je ne les connais pas déjà. Enfin, je ne me rappelle plus, je veux dire. Et ensuite, ça va redescendre un petit peu. Et surtout, ça va beaucoup descendre sous les 2 premiers mandats de Lula. Donc entre 2005 et 2012, donc Lula puis Dilma Rousseff, on va voir une chute drastique de la déforestation, pour des raisons qu'on pourrait évoquer après. Mais en fait, avant même la fin des gouvernements du PT, donc du Parti des Travailleurs, ce centre-gauche brésilien très très large en termes d'alliance, ça remonte déjà, 2012, ça commence déjà à remonter. Et ensuite, bien sûr, il y a l'augmentation très forte sous Bolsonaro, mais en fait, la réaugmentation de la déforestation commence déjà sous les derniers mandats du PT. Ensuite, actuellement, on a une redescente du taux annuel de déforestation qui reste assez élevé, mais qui baisse. Donc en gros, sous les mandats du PT, la courbe de déforestation descend, elle monte très fort sous Bolsonaro, mais effectivement, chaque année, on déforeste un peu plus. Donc le rythme se réduit, mais on n'est pas en train d'inverser du tout la tendance. Et la déforestation a plutôt tendance à reculer en Amazonie, mais pas dans le Cerrado, qui est donc, peut-être que vous pouvez nous montrer sur la carte. Est-ce que je sais faire? Je ne sais pas. Si. Non. La carte. Oui, c'est bon. Le Cerrado, Pierre-Louis Choquet, pour parler de cet état dont on parle moins parce qu'il est presque moins pittoresque, moins luxuriant, moins connu, et donc c'est plus facile de jouer des tronçonneuses un peu loin des yeux du monde. Oui. Alors le Cerrado, ce qui est intéressant, c'est que précisément là, une fois de plus, il n'est pas exactement sur la carte. Non, la carte n'est pas centrée sur lui. En fait, c'est toute la lisière extérieure qu'on voit mieux sur la carte de droite. On voit l'état du Maranhão, de Tocantins, le sud du Mato Grosso, l'état du Goiás, on voit le petit carré avec Brasilia qui est en dessous de Tocantins. Enfin, voilà. Donc, c'est une lisière, tout un écosystème qui a été décrit plus tardivement parce que de fait, il est moins impressionnant que la forêt amazonienne. Un écosystème, en fait, une savane arborée relativement sèche, qui couvre quand même, je dirais, un tiers du territoire peut-être brésilien, à peu près, chose comme ça. Oui. Un tiers, un quart, peut-être un peu, voilà. Ouais, le Cerrado, il occupe toute l'autre partie du Brésil, sauf le littoral et les pampas en bas. Tout le reste, c'est le Cerrado. D'accord, donc c'est le pas... Cerrado, c'est pratiquement la autre moitié du pays. En fait. Ce serait une sorte de maquis un peu plus élevé que les maquis méditerranéens. Enfin, les arbres sont quand même plus grands, mais une végétation dense, mais on sent que voilà, c'est de la savane. C'est assez sec, donc c'est pas exubérant comme en Amazonie. Et en fait, depuis les années 90, en fait, la déforestation du Cerrado s'est faite petit à petit avec une nette accélération à partir des années 2010. Et une des lectures possibles, notamment de l'arrivée au pouvoir du PT
à partir du premier mandat de Lula, c'est de dire qu'il y a une sorte de repli des fronts pionniers depuis l'Amazonie vers le Cerrado, parce que il y a eu des techniques qui ont été mises en œuvre pour en fait rendre les sols cultivables une fois qu'on a enlevé la forêt. C'est des sols assez pauvres, mais dont il faut corriger le pH. Il faut construire un sol en réalité en amenant des amendements extérieurs. Et une fois qu'il est prêt à être cultivé, il y a eu un gros effort de recherche agronomique qui a été fait pour trouver des variétés, notamment de soja, de coton et de maïs, pour les ensemencer en fait dans ces surfaces, dans ces conditions pédoclimatiques. Et c'est l'une des origines du miracle de d'exportation de matières premières du Brésil à partir, en gros, le cycle qui devient vraiment très significatif à partir de la crise de 2006-2007, juste avant la crise financière de 2008, et un regain du prix des matières premières, qui va être vraiment le lancement de la locomotive brésilienne, enfin de l'agro-business brésilien, l'une des locomotives du pays en fait. Une reprimarisation de l'économie brésilienne qui avant avait des industries très fortes, dans l'aéronautique, plusieurs branches d'industrie, l'automobile également. Il va y avoir un recul du secteur secondaire par rapport au secteur primaire qui va prendre une importance croissante dans l'économie et la balance commerciale brésilienne. Et avant de passer un petit peu de temps sur la question spécifique de l'élevage de bœuf, Pierre Gautreau, le soja, pourquoi est-ce que le Brésil ne s'est pas recouvert plutôt que ces grands élevages extensifs de zébus dont on va parler avec Caroline Arantes, notamment à travers ses photos? Pourquoi le soja ne s'est pas complètement misé sur le soja, qui est somme toute beaucoup plus rentable à cultiver, me semble-t-il, que l'élevage de bœuf? En fait, il y a une sorte de succession. Très souvent, l'élevage, c'est dans les premières phases de déboisement de l'Amazonie, puisque dans les premières phases, le plus rapide, ce qu'on peut produire le plus rapidement, c'est de l'élevage. Et après, en fonction de l'équipement des terres, à la fois en termes de logistique, mais aussi de préparation des sols, on va pouvoir produire du soja. Mais comme le disait Pierre-Louis, le soja, c'est beaucoup, et de façon centrale, sur le biome Cerrado, beaucoup plus que le biome amazonien. En fait, le biome amazonien reste un biome qui est plus tourné vers l'élevage que vers le soja, alors que le Cerrado, le gros de la production du soja, en fait, c'est les savanes arborées brésiliennes qui disparaissent sous cette forme-là. Alors, quant au bœuf, il a été... Oui, pardon. Oui, bien sûr. Une information, c'est que le Brésil, l'arrivage de soja, il vient aussi avec l'évolution de l'élevage de bœuf. Parce qu'il y a une question de l'alimentation animale qui vient avec. L'occupation territoriale commence avec l'importation de cet animal d'Inde. Donc, c'est l'animal sacré en Inde qui est la base de la race élevée au Brésil. En Inde, en effet, le zébu. Et donc, ils utilisent cet animal comme un espace de colonisation territoriale. Est-ce qu'on peut dire aussi pourquoi le zébu, c'est une espèce qui s'adapte très bien à la chaleur, aux moustiques aussi, parce qu'ils ont un poil très dru? Non, c'est surtout les pâturages qui étaient très durs. Et donc, le race européenne ne s'adaptait pas, et aussi à la distance. Et le fait que les zébus aient des pattes assez longues permettait certaines choses. Et donc, le croisement entre races, qui a été vraiment la peculiarité de l'élevage brésilien, a permis que cet animal s'adapte au Brésil aussi bien que l'élevage soit aujourd'hui les plus grandes commodities de commerce après les agro-business. Mais donc, le soja vient à joindre la question de l'élevage. Et aussi parce que cette consommation de viande augmente dans le monde. Cette exportation de soja vient aussi avec la consommation de poulet, par exemple en Chine, pour l'exportation de soja pour certains pays qui vont faire de l'élevage à d'autres animaux comme de poulet et de porc, etc. La Chine importe pas mal de bœuf brésilien, notamment depuis qu'elle mange moins de porc après les différentes crises sanitaire. Oui, ça commence à manger de viande rouge. Mais juste avant d'entrer dans cette histoire, cette occupation de Mato Grosso, ça commence par le Mato Grosso et toute la région, elle va avec ce qu'on appelait les bandeirantes. C'était justement l'arrivage de bétail dans un endroit qui était déforesté à propos. Beaucoup d'après ce que vous avez dit de la question de la dictature qui a incentivé justement la déforestation pour l'occupation et la colonisation de certains endroits qui après devenaient des zones agricoles parce qu'une fois que la forêt est coupée,
Il y a 2-3 ans d'usage de pâturage, mais après, ce n'est plus possible de produire. Ça devient un endroit désertique. Et là, l'agriculture qui puisse fournir les fertilisations au sol pour la production de soja et des terres qui s'appauvrissent d'année en année, de cycle en cycle. Oui. J'en veux pour preuve cette photo-là. Alors, l'élevage de bœuf, oui, au Brésil, c'est dans le Rondônia, le Mato Grosso, l'État de Pará aussi. C'est flagrant, paraît-il, le long des routes, comme la BR 563. Ça, on est plein dedans, là. Ça, c'est vraiment comme on voit une forêt en Amazonie. En feu avec une ferme. C'est comme ça. Il y a pas mal les animaux, on voit tout petits parce qu'ils occupent des territoires assez grands. Il y a une occupation de très peu d'animaux par hectare. C'est quoi, on consacre 1 hectare par bête à peu près Oui, c'est à peu près 1 hectare par animal. Et là, on voit les points de feu qui prennent feu justement à ce moment de pic de feu du gouvernement Bolsonaro. Donc on est là, 2019. Pierre-Louis Choquet, c'est quelque chose qu'on voit encore tout le temps, des feux comme ça à l'horizon. Ce sont les terres qu'on brûle pour permettre au bétail de venir paître. Alors, ouais, moi je trouve que ce qui est frappant dans cette photo, c'est que au fond, quand on dit qu'on va en Amazonie, il y a toute une imagerie qui peut être suscitée chez nos interlocuteurs et interlocutrices. Mais en fait, au fond, on se retrouve souvent dans des paysages un peu bucoliques comme ça, où on rajouterait quelques montagnes, on pourrait se dire qu'on est en Suisse, dans des alpages. Enfin, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu... la forêt est toujours un peu plus loin que ce à quoi on s'attendrait. Et il m'est arrivé aussi de voir des feux comme ça, un peu à l'horizon. Et en fait, je trouve que cette photo montre bien... l'expérience qu'on fait, je pense que n'importe qui va en Amazonie ou fait du terrain ou va là-bas, il y a une sorte d'illisibilité aussi de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment savoir si c'est des feux accidentels, si c'est des feux intentionnels. On ne peut pas vraiment savoir en fait. Si on s'approche, quand on s'approche, on ne va pas aller trop poser de questions. Enfin, tout est un petit peu... Voilà. Alors, il y a une lisibilité de la déforestation quand on la voit depuis le ciel, depuis les satellites, on voit les arêtes de poissons, les routes qui avancent et le paysage qui se transforme. Mais c'est vrai que quand on est au ras du sol, on ne voit pas grand-chose. Enfin, c'est assez difficile de lire le territoire. Oui, parce que le feu, plusieurs fois, le feu est habituel. C'est quelque chose qu'ils utilisent pour nettoyer les terrains. C'est de la culture... Depuis le départ de l'occupation de ce territoire, le feu a été utilisé pour ça. Donc c'est un changement de mentalité assez important pour les gens qui habitent et qui produisent là-bas, de ne pas pouvoir plus faire du feu. Pierre Gautreau, même si votre terrain à vous, c'est vraiment le Cerrado, que vous évoquez cette photo de Carolina Arantes. Je tente d'imaginer ce qu'il y avait avant, notamment la couverture. Donc, ce qu'on voit assez classiquement, c'est qu'il reste quelques arbres sur le terrain. Donc, c'est surtout des palmiers. Donc là, c'est aussi des arbres qui peuvent avoir poussé après la forestation, parce qu'en fait, ils se dispersent assez bien. Et puis, on voit bien quelques lignes qui restent de forêt qui suivent le long des cours d'eau, dont là, c'est les zones où le feu rentre moins difficilement. Donc on peut assez imaginer le processus d'éclaircissement de la forêt par les feux, puis ensuite d'avancer, on élimine progressivement. En fait, ce paysage, c'est vraiment le produit certainement d'une avancée assez lente, et sans doute beaucoup plus lente qu'aujourd'hui l'avancée dans les savanes, puisque dans les savanes, c'est vraiment des très très grosses machines qui vont peler entièrement le terrain et ne plus laisser un seul arbre. Alors que là, c'est plutôt une avancée sans doute assez progressive, qui a pu durer plusieurs années sans doute. Est-ce que les éleveurs, oui Pierre-Louis Choquet, là on voit des petites collines et c'est pas très bien pour le soja. C'est quand même un des grands arguments, enfin une des qualités entre guillemets recherchées pour la plantation du soja, c'est des plateaux, des terrains qui sont extrêmement plats, qui permettent de manœuvrer les machines tout simplement. Et là, les petites collines à l'horizon, là, c'est pas... Et d'être à côté des ports. Et d'être à côté des axes logistiques. Exact. Là, les fruits sont vraiment difficiles. La sortie des soja, c'est vraiment compliqué là. Donc là, pas de soja possible, donc plutôt la production de bœuf. Les infrastructures sont là, y compris les abattoirs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot d'ailleurs, Pierre-Louis Choquet, parce que vous avez consacré tout un travail et un article dans la revue AOC sur la façon dont le groupe, le géant de l'agroalimentaire brésilien, c'est JBS, c'est ça, a installé des abattoirs un peu partout en Amazonie et que ça a complètement modifié le rapport au sol
et la façon dont aujourd'hui on estime que l'Amazonie est presque faite pour l'élevage, enfin certaines parties. En fait, c'est sûr, et pour complémenter ce que vient de dire Carolina, en fait, c'est vrai que il n'y a pas besoin de route en asphalte pour bouger du bétail. L'avantage du bétail par rapport à une cargaison de grains, c'est que déjà, il peut marcher, en fait. Donc, on peut faire 5 km avec un vacher pour l'amener à une route de terre et les transporter dans des camions, voilà, de façon un petit peu... c'est moins exigeant en termes d'infrastructure, en fait. Donc ça explique aussi beaucoup ces étapes de colonisation dont parlait Pierre, sur le fait qu'il y a un caractère successif, parce que tant qu'il n'y a pas de route, tant que le foncier est encore insécure, c'est-à-dire qu'on a brûlé peut-être dans des conditions illégales, mais on attend, voilà, on va donner un peu des pots de vin pour espérer un jour avoir un titre de propriété contrefait, mais qui soit de bonne facture, entre guillemets. Pendant tout ce temps-là, il vaut mieux avoir du bétail, parce que même s'il y a un problème, je veux dire, si vous avez un problème et vous savez que vous allez vous faire contrôler, vous embarquez tout dans des semi-remorques, vous disparaissez, votre bétail, voilà, votre soja, s'il pousse pendant 4 mois, voilà, vous pouvez pas l'emporter avec vous, quoi, en fait. Donc la police n'a qu'à venir et incendier le champ si c'est ce qu'ils ont envie de faire, et vous perdrez toute votre récolte. Donc c'est vrai qu'en fait les abattoirs ont ce rôle, permettent d'accompagner ce premier mouvement de colonisation. Et depuis les années 60, c'est plusieurs publications qui ont même réussi tout simplement à retracer le mouvement, l'implantation des abattoirs qui évidemment sont déclarés aux autorités publiques fédérales brésiliennes, pour montrer qu'en fait le centre de gravité de l'industrie de l'abattage transformation se déplace vers le nord-ouest du pays au fil des dernières décennies pour suivre en fait cette avancée du front de déforestation. Oui, c'est une production tout à fait légale, accompagnée y compris par la Banque brésilienne de développement qui a beaucoup financé le groupe JBS dans les années 2000. Et puis le Brésil aujourd'hui compte toujours doubler la production de bœuf. Donc il n'y a pas de volonté de ralentir. C'est sûr que les carnivores se disent que ça doit faire de la très bonne viande, cet élevage extensif. Mais en fait, c'est vraiment au prix d'une déforestation massive. Alors Carolina Arantes, cette photo-là, donc ce cow-boy, je ne sais pas comment on dit au Brésil, c'est un vacher, ouais. C'est un vacher. Un vaqueiro. Est-ce que, je ne sais pas dans quelle mesure il est propriétaire de sa propre exploitation? Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui monte le dossier, parce que je voulais aussi vous en profiter. Donc parlez-nous de lui. Le propriétaire n'est pas là, il est dans son avion privé. Ouais, lui il est loin des boire de whisky à la clim. Non. Alors qui est-il, ce monsieur? Ce monsieur, c'est les vachers qui s'occupent de bétail. Il en a combien? De vachers, de centaines de vachers qui travaillent pour ces grands fermiers. Oui, alors là, c'est pas de l'élevage extensif, ou alors s'il les a rentrés, il a rentré les bêtes? Ça, c'est une ferme de 30 000 têtes de vaches d'un producteur qui est un des plus grands producteurs de viande au Brésil pour l'exportation, parce que mon sujet s'est centré sur l'exportation. Et ce monsieur, il a 11 fermes partout dans l'Amazonie et avec 30 000 têtes de vaches chacune environ. Donc on est dans un grand producteur de viande. Mais je voulais juste ajouter un peu avant qu'effectivement les banques brésiliennes donnent support et beaucoup d'empreintes à des éleveurs, soit les producteurs agricoles aussi. Mais il y a aussi une participation du gouvernement international là-dedans. Et donc, de certaine façon, là, par exemple, le GBS est centré aux États-Unis. Il y a beaucoup de présence américaine dans l'Amazonie et dans le bétail, dans l'exportation de viande de certaine façon. On incentive, parce que, par exemple, toutes les entreprises de production de soja et d'aliments de bétail sont des entreprises internationales. Donc, il y a aussi les laboratoires de génétique qui font les croisements des animaux, sont toutes internationales. Ça, on en parlera, puisque dans le cadre des accords Mercosur, etc., on est censé importer plus de viande. Il y a une mentalité coloniale qui va au-delà de la propre mentalité historique du pays, mais il y a aussi une insertion internationale dans ces mécanismes. Et d'ailleurs, le groupe JBS a été coté en bourse aux États-Unis cet été. Et vous rappelez dans votre texte, Pierre-Louis Gautreau, que par ailleurs, les dirigeants de JBS sont assez proches de Donald Trump, même si Marco Rubio, lui, il trouve que la concurrence que fait le groupe brésilien à des groupes états-uniens est déloyale, mais sinon, Donald Trump les aime bien. Pierre Gautreau, la question
à la fois de la propriété de ces terres et surtout de savoir dans quelle mesure, quand des Brésiliens ont un projet tel que celui de déforester massivement pour avoir une exploitation, pour conduire au pâturage davantage de bêtes, est-ce que ça nécessite de gros dossiers? Est-ce qu'il faut monter des dossiers il faut vraiment montrer qu'on a un projet qui est bon pour le Brésil, qui n'est pas trop mauvais pour l'environnement, ou ça passe beaucoup plus facilement? Comment se constituent de si grandes propriétés? Comme le rappelait notamment Pierre-Louis, en fait, beaucoup de ces propriétés se sont constituées par petits bouts qui ont été rassemblés au fur et à mesure. Généralement, sur le front de déforestation, c'est plutôt des familles de défricheurs qui sont arrivées les premières, et ensuite qui progressivement ont revendu des droits précaires qu'elles avaient sur les terres qui, au fil du temps, sont devenus des propriétés. Donc ces constitutions-là de terres dans ces zones d'Amazonie, c'est souvent par petit achat, ou parfois des achats massifs par corruption, par achat de fonctionnaires. L'essentiel, la grande propriété dans ces zones-là, et dans le Cerrado aussi, est acquise par le vol pur et simple de terres publiques, en fait, qu'on va ensuite régulariser avec le temps, et puis on va maquiller un peu l'acquisition de ces terres qui est quasiment systématiquement illégale. Même encore aujourd'hui, parce qu'en 1914, il y a eu une année de sécheresse terrible au Brésil, et l'écrivain Monteiro Lobato écrivait déjà en 1914 « Les électeurs de la campagne, en échange de leur voix, ont le droit de brûler le bois des autres ». C'était presque une façon d'anticiper le fait que l'agro-business mettrait le feu à des terres souvent publiques pour mieux les exploiter, mais même encore en 2025, même sous Lula, ça existe encore. Ça ne s'est pas resserré, les contrôles ne sont pas plus durs qu'avant. Si, les contrôles sont serrés, mais en fait, le processus d'acquisition des terres, alors tout dépend des zones du Brésil, mais plus on va sur le front de déforestation, généralement, plus l'illégalisme domine. Qu'est-ce que vous voulez dire, le front de déforestation? Plus en fait, on est près de la zone qui est en train d'avancer sur la forêt, des zones qui sont en train d'être défrichées en ce moment. Plus on est en arrière, plus l'origine de la propriété remonte à quelques décennies, et plus il y a eu un processus de blanchiment en fait des titres de propriété. Mais généralement, toute l'avancée en fait sur le front se fait sur des terres qui sont des terres qui appartiennent à l'État, des terres publiques. Et donc la façon dont ces terres sortent du domaine public pour devenir des terres privées, ça rentre généralement dans ce qu'on appelle au Brésil le grillage. Donc, le grillage, c'est les processus d'accaparement illégaux des terres. Et à partir de toute une série de processus, de techniques juridiques, on va blanchir ces titres. Et d'ailleurs, juste le terme de grillage, donc d'accaparement illégal, vient du terme grillon, grillo, parce qu'en fait, une façon de forger des faux titres de propriété, c'était de prendre, de faire des faux titres à la main, et on enfermait le papier quelques semaines dans une boîte avec des grillons. Et il paraît que les grillons, les déjections des grillons font jaunir le papier et le vieillissent. Donc c'est une technique artisanale de vieillissement de papier. Pour faire croire qu'on avait un vieux titre de propriété? Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est systématique, je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est encore systématiquement le cas, mais dans les zones où on travaille, notamment dans le Cerrado, mais dans la plupart de l'Amazonie aussi, c'est quand même l'origine principale de la propriété. C'est soit on vire les gens violemment, soit on achète des titres, soit on s'installe et puis progressivement on va aller au cadastre se faire régulariser. En quoi cette histoire-là est liée, ce que vous racontez est lié à l'histoire du Brésil sur un temps plus long, la dictature militaire que vous avez évoquée tout à l'heure? Comment expliquer? Je ne sais pas, à ma connaissance, c'est un des... à une conclusion de colonisation. C'est une structure coloniale, c'est un peuple qui est arrivé dans un pays, qui n'a pas respecté ou n'a pas tenu en compte la population native sur place et qui a occupé cet endroit sans aucune difficulté, dans le sens que le vieillissement avec quelques grillons permettait d'avoir les papiers avec une présence de pouvoir par une élite qui partageait la terre depuis les Portugais en tranches énormes de terre, qui sont encore aujourd'hui les grands propriétaires terriens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les grands fermiers et agricoles occupent 70% de territoire productif. Et pourtant, ils sont que 30% les grands riches fermiers. Et au contraire, les petits producteurs sont très nombreux, mais ils occupent très peu de terres.
Et en plus, donc il y a une mentalité, c'est ça qui pour moi, c'est super important d'arriver à ces points d'éclaircie pour que les gens comprennent qu'on vit dans une mentalité, une structure coloniale dont la République s'est faite par nomenclature et dont la représentativité des peuples autochtones ou d'origine africaine ne s'est pas faite comme une vraie République. Donc les propriétaires terriens sont encore 60% de députés dans la Chambre des députés. Ils font partie de partis d'extrême droite. Donc nous sommes dans une structure, et ça s'ajoute aujourd'hui avec la COP30 et la situation des changements climatiques, une mentalité coloniale qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que l'Amazonie appartient à tous. On va pouvoir sauver l'Amazonie pour nous soulager de notre réchauffement climatique. Il y a plein d'eau, il y a de pétrole, etc., mais qui ajoute une couche de plus d'une mentalité coloniale. Donc, une situation effectivement à réfléchir parce qu'il y a un changement de mentalité vraiment important lorsque l'occupation territoriale s'est faite comme si ce n'était rien été. C'est ça, le processus historique marque par cette colonisation encore. Ce lobby de l'agro-business, comme on dit au Brésil, il est tellement fort qu'il semble même de toute façon subsister ou comment on dit il subsistera quoi qu'il en soit, même si que Lula reste au pouvoir ou pas. En gros, il est plus fort que lui d'une certaine façon. Pierre-Louis Choquet, comment est-ce qu'on peut raconter le poids que pèse ce lobby aujourd'hui au Brésil qui empêche et il n'est sans doute pas le seul, parce que j'imagine que vous nous direz aussi qu'au sein du Parti des travailleurs, même parmi les plus progressistes, on n'a pas toujours forcément l'intention de revenir sur la déforestation ou la production de pétrole aussi, dont l'intention est toujours d'aller toujours plus loin dans cette production-là. C'est vrai que quand on regarde les choses de près, c'est un petit peu difficile d'avoir vraiment l'espoir que même le Parti des travailleurs puisse contrecarrer cette dynamique de développement de l'agrobusiness, parce que vraiment depuis le début des années 2000, Lula a largement en fait contribué à l'appuyer en fait, tout simplement. Ça s'est vu aussi à l'échelle de différents États qui ont été très importants, le Mato Grosso notamment, où le premier à investir, peut-être l'un des premiers États à investir en capital pour vraiment structurer et développer l'économie de l'agrobusiness. Et ce qu'il faut bien voir aujourd'hui, c'est qu'évidemment, il y a la Bancada Ruralista, donc le lobby de l'agronégoce qui est très implanté à Brasilia, mais ils ont aussi, ils sont très implantés dans les États de l'agrobusiness qui contribuent en fait fortement à l'économie brésilienne. Donc ce sont aussi des associations de producteurs, des sénateurs, des maires, c'est tout un tissu politique local qui est extrêmement structuré et qui s'est beaucoup articulé depuis, au cours des 20 dernières années. Et peut-être un des arguments le plus significatif, c'est que, Pierre pourrait peut-être en reparler, mais l'une des dynamiques qu'on observe en ce moment, notamment dans le Cerrado, c'est une dynamique qui va dans le sens d'une sorte d'autorégulation des producteurs. C'est-à-dire, si j'ai envie de prélever de l'eau pour l'irrigation, je vais faire une autodéclaration. On passe d'un régime de contrôle administratif à un régime autodéclaratoire, en fait, où l'administration va contrôler quelques-unes des autodéclarations, mais le principe reste de l'ordre de... voilà. Et en fait, ce régime autodéclaratoire pour faciliter le développement de l'agro-industrie, il a été mis en place dans l'état de Bahia, donc qui borde la mer, mais qui va jusque l'intérieur du pays, en tout cas vers Brasilia, et par un gouverneur pété au cours des 10 dernières années. Parti des travailleurs. Et en fait, un parti des travailleurs. Et il est en train d'être implémenté, cette façon d'envisager les choses, d'envisager un contrôle plus flexible, etc., de l'agrobusiness, elle est en train d'être implémentée dans d'autres États du Cerrado, et on a vu sur certaines législations qui ont été poussées récemment à l'échelle fédérale, ont été aussi influencées par ce gouverneur de l'État de Bahia. Donc on voit que même certaines des tendances les plus inquiétantes en fait, viennent du parti de Lula, en fait, tout simplement. Je sais pas si... Et aujourd'hui, on entend plutôt dire que la loi se durcit, que les sanctions sont plus élevées, les amendes. 3 éleveurs bovins et 2 abattoirs ont récemment écopé d'une amende de 760 000 $, c'est ça, pour préjudices environnementaux. C'est une amende qui doit servir à reboiser 232 hectares. Ça représente quoi, Caroline Arantes, 232 hectares par rapport à ce qui a été déboisé? Et surtout, est-ce qu'on sait si c'est suivi des faits? C'est 232 hectares.
C'est pas non plus énorme. Non, ce n'est rien. mais c'est l'amende peut-être qu'il pourrait... Cette ferme-là, il y a environ 3000 hectares. On peut le faire. Donc c'est rien du tout, en fait, les amendes. Non, mais la question, c'est que les changements de mentalité, comme partout dans le monde, et là en Europe, on a aussi une difficulté assez importante de faire face à cette mentalité ancienne. Et au Brésil, quand je vous entends, et des fois ça donne un peu de tristesse de penser à ça, mais effectivement, l'État de Bahia ou d'autres partis de gauche ont du mal à gérer une mentalité qui est difficile à changer. Donc cela est vraiment une chose qu'on doit prendre en considération quand on pense à la communication et comment on peut actuer pour changer vraiment la donne de processus d'occupation et de manutention de l'environnement, quoi. Pierre Gautreau. Moi, je rajoutais le fait qu'en fait, l'agrobusiness, en fait, il séduit un nombre très important de Brésiliens, et même dans les campagnes où il sévit, voilà, il faut se mettre à la place des habitants. Nous, on est très marqués par les peuples autochtones qui sont déplacés, par les populations traditionnelles qui sont violentées au moment de l'arrivée de l'agrobusiness. Mais ce qu'on observe sur nos terrains, c'est avec le temps une séduction du modèle agrobusiness et de ce qu'il apporte en termes d'accès à des biens matériels. C'est-à-dire que là où on travaille, notamment avec Pierre-Louis, dans un même village, le père peut avoir été violenté, menacé par les premiers grands propriétaires qui l'ont expulsé de ses terres. Par contre, le fils travaille pour la même ferme qu'a expulsé son père, et le fils, pour rien au monde, ne voudrait revenir au système d'exploitation de son père, puisque le fils, il a eu accès à l'éducation, il a une moto, il envoie ses enfants à l'école, il a un salaire un peu régulier, et même s'il utilise des pesticides au jour le jour et qu'il risque de tomber malade, le modèle séduit. Et donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, une des raisons du poids politique de l'agrobusiness dans les territoires où c'est installé, c'est aussi son pouvoir de séduction via l'accès à une vie, on va dire, moderne, qui fait que c'est très difficile de revenir en arrière et que les candidats qui sont, qu'on appelle ruralistes, obtiennent des voix dans un spectre très large de la société, parfois bien au-delà de la droite et de l'extrême droite. Les gens qui votent pour les ruralistes ne sont pas que des gens d'extrême droite. Des candidats ruralistes qui d'ailleurs avaient essayé de monter une sorte de contre-COP. La COP agro, il y avait des affiches un peu partout dans le Brésil avec un numéro de téléphone, sauver l'Amazonie. Puis finalement, ça ne s'est pas fait, je crois. Ils allaient inviter Trump. Comment ? Ils allaient inviter Trump. Ils voulaient inviter Donald Trump. Ouais. Voilà. Bon, finalement, c'est Lula qui invite à COP 30. Il ne va pas venir, évidemment. Oui, mais la question, forcément. C'est qu'on renforce cette histoire de la structure coloniale, parce que le moment qu'arrivent les messieurs, qu'ils coupent les bois et qu'ils font la ferme et qu'ils donnent du travail aux autres et qu'ils deviennent riches, c'est cet grand captant de territoire. Et donc, les gens ont cette admiration et cette zébu comme une façon vraiment fantaseuse et idéalisée, en fait, du pouvoir, des richesses, Et pour comprendre la richesse que peut apporter d'ailleurs une bête comme le zébu, entre cette photo, la photo d'une saillie, Carolina Arantes, et celle-ci, la suivante, qui est, j'imagine, une vente aux enchères. Racontez-nous ce qui se passe autour de ces vaches, les enjeux financiers qu'il peut y avoir parfois autour d'une bête. Disons que les animaux, juste avant, c'est une collecte de semences, parce qu'au Brésil, on est vraiment spécialisé à cette... les croisements génétiques. D'ailleurs, les grands fermiers sont en train d'adapter déjà génétiquement les animaux pour le changement climatique. Donc déjà réfléchir quel animal va croiser avec quel pour créer des animaux qui sont résistants à des époques ou de pluies intenses ou de sécheresses intenses, etc., ou de manque d'eau, etc. Et donc, ces animaux arrivent à des valeurs de marché incroyables parce qu'elles sont effectivement une source non seulement des semences pour un bétail qui va se développer rapidement, et utilisé des fois même comme greenwashing parce que le bétail est tenu comme qu'il va être abattu beaucoup plus tôt, il va être plus adapté, et donc normalement émettre moins de gaz. Il y a tous ces facteurs qui sont là en train de se jouer dans le choix génétique, et ça génère une économie incroyable.
Donc derrière ça c'est chez ABS, c'est un laboratoire américain. Et donc il y a une pensée. Cette photo pour moi c'est la pensée de l'argent par excellence. C'est les profits et la base d'une pensée libérale qui est là derrière une pensée américaine. Donc il y a vraiment une influence américaine dans la zone de production agricole actuelle au Brésil. D'où vient tout cet argent qui est dans la caisse? C'est la vente d'une bête? Non, c'est un mariage. C'est un mariage et ils vont couper la cravate de monsieur jusqu'à la gorge. Et pour qu'ils ne coupent pas sa gorge, ils demandent de l'argent. Donc, d'accord, c'est vraiment un monde très masculin. Et donc, ça représente ça. Mais cet argent est partout, dans tous les sens, sauf que c'est très difficile, c'est un univers très difficile d'entrer. Donc, les grands fermiers en général, à part les grands avions, les avions de luxe, etc., ils n'ont pas vraiment une vie si luxueuse que ça, en fait. Ils seront invités à la COP, ces grands groupes, Pierre-Louis Gautreau, vous savez? Les grands groupes de l'agrobusiness. Oui, probablement. S'il y a des groupes pétroliers, j'imagine qu'ils seront là aussi. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont dire. Ils ont un discours assez classique de dire qu'il faut intensifier l'occupation des terres, c'est-à-dire mettre plus qu'un animal à l'hectare. Donc voilà, ils se présentent comme les vecteurs du progrès, en quelque sorte. Ils ont tout un tas de ils ont bien travaillé leur discours. Ouais. Après, ce sur quoi ils sont aujourd'hui très attaqués, remis en cause, et à juste titre, parce que pour le coup, c'est des attaques qui sont fondées. C'est qu'en fait, dans les chaînes d'approvisionnement de ces abattoirs, même des plus grands groupes, la vraie difficulté, en fait, c'est qu'il y a de nombreux intermédiaires en fait, dans cette chaîne. C'est-à-dire qu'un animal, entre le moment où il va naître et le moment où il va être abattu, il peut changer 3, 4, 5, 6 fois de propriétaire. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une... Je crois que le son, c'est... Oui. Il y a une difficulté, en fait, à contrôler ces chaînes d'approvisionnement. Et le vrai problème, en fait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle du lavage de bétail, comme quand on lave de l'argent sale, en fait. C'est des personnes qui sont en situation d'infraction, qui vont réussir, par des subterfuges, un peu comme pour les titres de propriété tout à l'heure, à réintégrer, en fait, du bétail qui a été élevé dans des propriétés qui sont, en théorie, mises sous embargo, parce qu'elles n'ont pas respecté le droit environnemental, le code forestier, et vont réussir à les vendre à ces grands groupes. Donc, le blanchiment de bétail. Blanchiment de bétail, oui, c'est pas le lavage, c'est le blanchiment de bétail. Et donc ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus, et c'est vrai qu'il y a une multiplication, enfin, je ne dis pas qu'il y a une multiplication, il y a des scandales très fréquents, mais avec un effet de régularité qui devient assez prévisible, c'est-à-dire que c'est toujours un peu le même genre de scandale depuis 10 ans, et à chaque fois, c'est toujours le même genre de réponse des groupes qui disent qu'ils font tout en leur possible, qu'ils ont déjà sorti de la liste de fournisseurs la ferme dont on a identifié qu'elle avait un passif de déforestation, etc. Bon, c'est toujours une sorte de gestion de crise un peu maintenant complètement organisée. Ce que je voulais juste préciser, c'est que pourquoi, en fait, au fond, on n'arrive pas à arrêter la déforestation, c'est que le taux de recouvrement des amendes en Amazonie, c'est 3 à 5%. C'est ça qu'il faut voir. Vous parliez tout à l'heure d'une amende qui avait été exécutée, etc. Donc le taux de recouvrement des amendes est extrêmement faible. La police de l'environnement, qui est censée faire respecter le droit forestier, est sous-capitalisée, elle manque de moyens. Et donc ce qu'ils essayent de faire maintenant, et ils ont fait ça plusieurs fois avant la COP, c'est que comme le taux de recouvrement des amendes est très faible, la police essaie d'organiser des descentes dans les cas de déforestation les plus graves, en tout cas on espère, pour saisir le bétail, en fait, pour saisir directement les actifs des fermiers et voilà, les empêcher mettre directement la main au portefeuille. Et donc ça marche plus ou moins, mais en fait parfois aussi, juste pour vous dire, c'est que même la matérialité de cette projection des forces de l'ordre est très compliquée parce que il est fréquent qu'ils arrivent, que des ponts aient été coupés, parce que c'est des petits ponts en bois, qu'ils se fassent intimider, qu'ils avaient loué des chauffeurs avec des camions pour pouvoir sortir les bœufs, pour aller les revendre dans un autre abattoir au bénéfice de l'État. Mais en fait, finalement, le conducteur de camion reçoit des menaces de mort. Enfin, on est dans un écosystème où il y a des barons locaux un peu qui tiennent l'économie locale, des maires, des machins, donc tout est très petit, et donc c'est très facile d'intimider. Et donc même appliquer la loi est extrêmement difficile, et dans les faits, du coup, est très peu fait, quoi. Donc, car une parenthèse, d'autant qu'ils sont toujours armés, très souvent les éleveurs, le BBB pour bœuf, balle et Bible. Ouais. Et bête, et bête. Bête, la poste, comment se dit ça en français,
les paris. Les paris. Ah, Mais juste pour illustrer cette histoire, la première photo qu'on a vue en déforestation, le propriétaire, la personne qui a commandé cette déforestation et le brûlage de la terre, était donc cousin au préfet de la ville à côté. Et il partageait la terre avec 3 autres personnes. Un était les juges, l'autre était les cousins du préfet et l'autre propriétaire de supermarché. Donc cette occupation du territoire pendant la dictature a fait que les gens qui sont installés là par invitation gouvernementale, sans règles et documents de terre, ont aussi commencé à occuper le quart chef de décisions locales. Et aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui appliquent l'amende. Donc, on amende cette région qui aurait dû être payée en 15 millions de dollars d'amende, et ils ont payé en 5 fois de 5 000 dollars. Littéralement, c'était ça. Donc, c'est pour illustrer ce que Pierre et Louis viennent de dire. Les amendes ne sont pas payées, voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Oui. Les amendes sont très peu payées. Il y a une relation structurelle qui est effectivement... Alors Pierre Gautreau, on entend bien que ces lobbies co-construisent la loi d'une certaine façon et qu'ils survivront, c'était le terme que je cherchais tout à l'heure, de toute façon à des éventuels gouvernements de gauche parce qu'on ne sait pas combien de temps Lula va rester ni qui lui succédera, même si dans le discours ça change de Jair Bolsonaro qui lui disait que les mouvements des sans-terre étaient des mouvements terroristes et que toutes les agences qui pouvaient contrôler la déforestation c'était de l'activisme environnemental auquel il voulait mettre fin. Mais au-delà des discours, est-ce que vous pensez que le Brésil, aujourd'hui, a vraiment l'intention de sauver cette Amazonie que l'on dit poumon de la planète, ou le Cerrado que vous connaissez mieux, mais ces forêts brésiliennes auxquelles nous ne sommes pas les seuls à être attachés? Non, comment dire, je ne peux pas répondre à la place du gouvernement brésilien, qui en plus est très hétérogène. Je pense que tout le monde, du moins dans l'académie, on va dire, est à peu près d'accord sur le fait que c'est perdu. Déjà, le climat est tellement changé que la forêt va certainement s'assécher grandement. Donc, ça ne sera plus du tout la même forêt d'ici quelques dizaines d'années. Là où il y aura encore de la forêt, ce ne sera plus une forêt tropicale aussi importante. Mais si on revient un petit peu au sujet des promesses vertes, moi je pense qu'il faut replacer ça un peu sur le temps long. C'est-à-dire que la promesse du gouvernement brésilien, si on prend Lula comme référence, c'était vraiment la promesse d'un retour de l'État après les années néolibérales, donc 90, début 2000. Et c'était la promesse de l'État qui allait reprendre en main le pays en général et notamment les questions environnementales. Et il y a 2 questions là, c'est pourquoi est-ce que très rapidement en fait l'État s'est fait déborder justement par ce lobby de l'agronégoce, et est-ce que l'État brésilien le voulait vraiment et qu'il voulait vraiment dans l'État, hein. Donc moi j'ai un peu coutume de dire que le tournant à gauche de l'Amérique latine des années 2010, enfin 2005-2010, Bolivie, Argentine, Uruguay, Brésil, tout ça, la grande différence du point de vue environnemental, ça a été vraiment la fin de la répression armée des mouvements autochtones et environnementaux. Mais ça n'a pas du tout été un tournant pro-régulation environnementale, pro-contrôle. On ne tue plus comme on a assassiné Chico Mendes dans les années 80. Voilà, on ne tue plus... Voilà. Le gouvernement brésilien aujourd'hui ne réprime pas systématiquement à l'arme à feu les mouvements. En revanche, c'est des gouvernements qui avaient besoin d'agrobusiness pour avoir des rentrées fiscales et pour pouvoir soutenir leur politique sociale. Donc on n'allait bien sûr pas tuer le bœuf aux œufs d'or, si on peut dire ça. Et d'autre part, ces gouvernements sont formés notamment de gens qui ont été formés politiquement dans les années 70, Dilma Rousseff qui a succédé à Lula, ou Lula lui-même, hein, c'est des gens qui naissent dans les mouvements marxistes et qui partagent une fascination pour le productivisme industriel et agricole. C'est elle qui a réformé le code forestier d'ailleurs, qui l'a assoupli en 2012 avant d'être c'est pas elle, c'est un peu plus compliqué. Elle a un peu freiné, mais disons, c'est des gens qui aussi ont une vision développementaliste de leur pays, pour lequel l'environnement, c'est quand même plutôt un problème. Donc on va respecter ce qui a une importance sur la scène internationale, la forêt, on vous parle de la forêt, on vous parle des autochtones. Par contre, derrière, ce n'est pas vraiment des gens qui ont l'écologisme chevillé au corps. Et surtout parce qu'on a une pression internationale assez importante.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire avec la possibilité de créer, par exemple, d'exporter des viandes ou des soja ou des produits pour l'international. On dit, OK, mais est-ce qu'au Brésil est prêt à faire les changements, mais est-ce que les Européens sont prêts à arrêter de manger, de consommer de la bois noble? Est-ce que les Chinois sont prêts à ne manger pas de la viande brésilienne comme un steak sur 4 aujourd'hui, c'est de provenance brésilienne. Donc, est-ce que le monde est prêt à, par exemple, exiger ce que Pierre-Louis dit, qui est pour moi, c'est la clé de ces changements, c'est la rastreabilité de l'animal, et savoir d'où vient cet animal. Est-ce que cet animal vient d'une zone qui est effectivement déboisée, il est légal, et cet blanchissement de bétail qui est extrêmement important, et que les plus grandes parts des consommateurs de viande brésilienne ne les demandent pas en contrepartie pour l'achat de cette viande. Sachant que parfois c'est très difficile de savoir, ne serait-ce que s'ils ont eu des hormones, estradiol 17 bêta, là, je ne sais pas quoi. Par exemple, là, l'accord Mercosur avec l'Europe, qui est extrêmement important, non parce que la quantité de viande va être importante pour les exportateurs de viande, parce que ça va être vraiment infime, très petit en rapport à ce qu'ils exportent autre part, mais le fait qui ça vend en Europe, ça fait le marketing pour vendre ailleurs. Les publics européens et les publics de luxe. Et ça permettra, par exemple, que la Chine, qui commence à consommer des viandes rouges, qui n'était pas le cas avant de vaches, puisse acheter de la viande sans demande de la rastreabilité. Donc la pression est grande, la grande quantité d'argent est énorme. Et donc, il y a, le pouvoir est là. Donc c'est compliqué de faire face à ça plusieurs fois. Le gouvernement doit travailler avec les grands fermiers ou les grands producteurs, parce que s'il ne travaille pas avec, il ne peut pas assumer et faire les lois tourner, en fait. Alors, on va ouvrir les questions au public, comme on dit. Si vous avez des questions à poser à nos 3 invités, on va le faire sous l'égide de cette dernière photo, Caroline Arantes, qui est extraite d'un travail documentaire que vous avez fait, qui s'appelle La Vache Sacrée, qu'on peut trouver notamment sur votre site internet, où tout le travail documentaire est bien exposé et expliqué. Peut-être vous pouvez nous dire un petit mot sur cette photo avant qu'on fasse passer les micros. Eh bien, ça, c'est une photo d'un animal qui est entré en enchère et qui a été vendu à 2 millions de dollars à l'époque. C'était en 2013. Aujourd'hui, ces types d'animaux sont déjà à environ 5 millions de dollars. Donc, il a doublé des prix. Et c'est grâce à cet animal que le Brésil, par sa génétique, arrive à être extrêmement productif de viande. Donc, on peut dire que le Brésil aujourd'hui, comme vous avez dit, qu'on a 234 millions d'animaux. Lorsque j'ai commencé les reportages en 2013, il y avait 208 et qui l'objectif des grands fermiers d'élevage, c'est d'arriver à doubler cette bétail, le nombre de bétail au Brésil. Et donc, c'est une industrie en pleine croissance. Donc, doubler le nombre de têtes de bétail. Ça veut dire arriver à 400 millions d'animaux. Ouais. Augmenter 34% à peu près, je crois, la production de pétrole et de gaz. Donc voilà, on reste quand même dans des objectifs très productivistes au Brésil. Brésil qui accueille donc cette année la COP30. J'ai encore plein de questions à poser à nos invités si besoin, mais sachez que la parole vous est ouverte et que c'est le principe de ces rencontres. Donc n'hésitez pas, si vous en avez. Est-ce que... Oui, monsieur a une question au premier rang, s'il vous plaît. Bonsoir. On arrive avec un micro. Est-ce qu'en attendant, vous voulez ajouter quelque chose sur ce qu'on est en train de dire? Non. Parce que comme le temps courait, je vais vous diriger les questions. Faire attention à ne pas se casser la figure. Non, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, c'est bon. Bonsoir à tous et merci pour votre intervention. Puis, j'en profite aussi pour saluer un de mes anciens professeurs à Paris. Je suis ravi de vous revoir. Et sinon, ma question est la suivante. Parmi tous les gouvernements d'Amérique latine qui ont connu ce tournant progressiste à gauche, lesquels ont réussi leur réforme agraire, justement, avec la réforme de redistribution des terres, puisque le nœud gordien du problème, de l'agriculture, c'est l'héritage colonial et le système latifondiaire qui est profondément inégalitaire. Est-ce qu'il y a des pays qui ont pu sortir de ce système colonial et qui ont pu décoloniser leur agriculture
pour des motifs environnementaux. Et la petite question aussi, c'est vous avez dit le consortium agricole, c'est VDS JBS, hein, c'est ça? JDS, ok. J comme voilà. D'accord, merci. B comme bœuf et S comme Bah voilà, donc salade. est-ce qu'on a pu décoloniser l'agriculture pour un but environnemental? Merci bien. En fait, ce sont les initiales des fondateurs de ce groupe. Oui, Pierre Gautreau, peut-être sur la question qui concerne tout le continent. J'imagine que c'est par l'agrég que vous êtes le concours d'agrégation que vous êtes passé à Paris 1, non? Ah, c'est ça. Oui. Non, mais en fait, au cours du XXIe siècle, il n'y a pas eu du tout de réforme agraire en Amérique latine. Les réformes agraires, les tentatives ont eu lieu bien avant, Mexique, avec la révolution mexicaine et autres. Et puis au Brésil, la réforme agraire est censée être toujours en cours, mais en fait, c'est pas vraiment une réforme, c'est des terres publiques qui sont données donc, à des gens qui en font la demande, au sein notamment du mouvement des sans-terres. Mais il n'y a pas du tout de réforme. Et ce qui pourrait être quelque part une certaine décolonisation de l'agriculture latino-américaine, ça serait la promotion de l'agriculture familiale, et qui pour le coup est très ralentie, très freinée. Voilà. Le Brésil garde une très forte politique en faveur de l'agriculture familiale, mais qui ne fait pas le poids en termes d'investissement par rapport à ce qui est investi dans l'agrobusiness et puis à la force de l'agrobusiness. Même en Bolivie, il n'y a pas eu ce mouvement-là Eh bien non, en fait, la Bolivie, qui, comme vous le savez, est un pays principalement de plaine, contrairement à... C'est un truc pédagogique aussi. Voilà, la Bolivie, on a l'image des lamas, des gens dans les Andes, qui sont très importants, mais en fait, la Bolivie, c'est principalement un bout du bassin amazonien à l'est et un bout du bassin du Paraná et des fleuves du Rio de la Plata au sud-est. Et en fait, dans ces zones-là, c'est justement l'expansion du soja, de l'élevage, notamment par des Brésiliens qui sont installés en Bolivie, qui a eu lieu, alors déjà début 2000, mais notamment sous les gouvernements d'Evo Morales et puis de la gauche bolivienne, qui se sont très fortement étendus avec des modalités très proches du Brésil. Et donc, la gauche au pouvoir en Bolivie, ce n'est pas du tout les petits paysans qui ont été favorisés, loin de là. Plutôt j'allais dire une gauche productiviste, mais je pense faire un contresens, puisque le productivisme s'oppose à l'extractivisme, et on parle quand même d'une forme d'extractivisme là dans ce qu'on est en train de dire. Il y a une appropriation, une désappropriation de ces forêts ou de ces bois, ou même du pétrole, toutes les ressources qui ensuite sont traitées plus largement. Alors peut-être pas pour le bœuf, mais pour tout ce qui concerne les ressources du Brésil qui ensuite leur échappent on va dire à l'échelle locale. Oui, monsieur et monsieur. Ah, pardon, monsieur a un micro et après on vous l'apportera. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour vos éclairages qui sont très intéressants. Indépendamment de l'aspect économique qui, bien entendu, permet l'amélioration des conditions de vie des gens de ce pays, le territoire foncier appartient bien à l'État du Brésil. Comment peut-on ne pas arriver à bloquer l'évolution ? Puisque, vous avez parlé de colonialisme, j'entends bien, on peut arrêter ce colonialisme en mettant des frontières définitives sur l'Amazonie, n'est-ce pas? Ce qui permettrait d'interdire et d'empêcher ces manipulations de papier avec des grillons pour éviter que des natifs soient virés de leur territoire et qui permettrait de conserver un petit peu d'oxygène pour notre planète. Qui veut répondre? Alors, je ne sais pas ce que je veux dire, mettre des frontières à l'Amazonie. Ça serait une boutade, mais ce serait presque une façon colonialiste de vouloir régler le problème, c'est-à-dire de façon rationnelle. Enfin, on trouve le bon plan qui va permettre de tout mettre au carré. Comme l'a expliqué mon collègue Pierre tout à l'heure, en fait, la véritable difficulté, c'est que dans beaucoup de situations, le diable est un peu dans les détails. L'année dernière, j'étais dans un état où c'est majoritairement de Cerrado, le Piauí, qui est plutôt vers l'ouest du nord-est. Et j'ai eu l'occasion de passer une soirée avec un fazendero dont j'ai constaté après que sa ferme n'était pas au cadastre. Elle n'était pas déclarée au cadastre, ses parcelles n'étaient pas dans le cadastre. Et il m'a expliqué un peu la veille au soir, donc sans que j'ai encore été moi-même vérifié dans les bases de données. On a discuté un peu, après il m'avait fait visiter sa ferme toute l'après-midi, et puis on a bu un peu d'alcool. Je n'étais pas particulièrement arrosé, mais il m'a un peu raconté cette histoire. En fait, au fond, mes vrais soucis, c'est des soucis fonciers. Et il expliquait que, en fait, il y a un jeu quasiment indémêlable entre la ferme de son père et l'État du Piauí, parce que le problème, c'est que quand vous revendiquez la propriété privée et que l'État en face, parfois des fonctionnaires d'État ont voulu vendre de la terre deux fois, c'est-à-dire que
ils vont vous dire non, c'est de la terre publique, alors que peut-être que son père avait acquis un titre de propriété, et tout ça part au tribunal, et on part en parole contre parole, avec des preuves, mais dont on a du mal à établir la matérialité avec un niveau de certitude très élevé. Et en fait, on est dans un état d'indécidabilité cadastrale qui est quasiment total. Donc effectivement, il y a toujours cette première phase où, c'est vrai, on pourrait se dire, c'était quoi les terres publiques dans les années 80, et au final, aujourd'hui, c'est forcé que les gens qui ont leur titre de propriété, c'est des contrefaçons. Mais en fait, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Et comme le disait bien Carolina, le tiers objectif extérieur qui va permettre de trancher ce litige de façon irréfragable, il n'existe pas en fait. Parce qu'à qui vous allez vous adresser pour avoir ce tiers de justice ? En fait, c'est le gouverneur, ou c'est très difficile, quoi. Ouais, mais ça existe de plus en plus de mécanismes. Par exemple, cette géolocalisation et des cadastres qui sont en train d'être mis en place et qui touchent justement cette occupation territoriale qui était, quand je dis coloniale, c'est de la base de l'occupation de ces pays. Donc, il y a encore des fermiers qui avant n'avaient pas de papier parce que les pays étaient en colonie. Après, ça devient une république et ça devient un pays dont les papiers n'ont pas été faits. Pendant la dictature, les fermiers arrivent en Amazonie, les papiers n'étaient pas faits. Donc, cette occupation, elle se donne au fur et à mesure d'une occupation coloniale, je dis, dans la mentalité de ne pas penser qu'il y avait là un enjeu écologique, parce qu'à l'époque, ça ne se pensait pas. La vie native n'avait pas de valeur, comme n'avait pas de valeur la vie des gens noirs, parce qu'il y avait l'esclavage. Donc, c'est une vraie structure coloniale qui, derrière là, doit être combattue par des présences administratives. Et donc, ces cadastres, ça devient... Là, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de fermes qui sont pas utilisées au Brésil parce qu'ils ne sont plus fertiles. Il faut investir dans des terres qui ne sont pas productives parce que le terrain n'est pas fertile. Donc, les fermiers montent en Amazonie en quête de terrains fertiles en place, d'investir dans les territoires qu'ils ont déjà, mais qui coûtent, je sais pas, beaucoup de millions de reais pour fertiliser cet espace. Et pourtant, ils ont d'aide de la banque pour le faire. Donc, il y a des politiques publiques qu'ils doivent faire pour reprendre ces terres qui ne sont pas productives et être occupées. Et c'est là, ça s'est fait. Au fur et à mesure, ça se fait. La loi forestière, là, maintenant, elle est mise en place. Il y a une exigence. Mais c'est morose, c'est difficile, c'est lourd, c'est long. Et je veux dire, là où vous avez probablement un peu raison, c'est que là, c'est la question qui nous intéresse, nous les chercheurs, c'est de voir c'est quoi en fait au final, qu'est-ce qui va se passer avec cette histoire de numérisation du cadastre. En fait, c'est une innovation qui a eu une dizaine d'années, qu'on commence à observer avec un petit peu de profondeur historique, mais pas vraiment. Je parle sous le contrôle de Pierre qui connaît ça un peu mieux que moi. C'est un problème commun, on essaie de démêler les fils de cette histoire ensemble, mais c'est vrai que il y a des formes de complexité qui apparaissent quand même, qu'on n'avait pas forcément anticipées dans ces cadastres numériques, avec des possibilités de fraude qui sont spécialement adaptées. Je veux dire, les gens s'adaptent en réalité aux outils qu'ils ont, et un outil qui ne se contourne pas, on n'a pas encore vraiment tout à fait trouvé, je pense. Je veux pas... Peut-être un tout petit mot, et puis après je laisse... Oui, très bien. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Juste sur ce dernier débat, je ne suis pas sûr qu'en Amazonie française, sur la question foncière, on soit tellement plus au point. Mais c'est juste une petite réflexion en passant. Par ailleurs, a été évoquée la question des réformes agraires. Est-ce qu'il y en a une dans le monde qui a fonctionné ? Ou est-ce que ce n'est pas un mythe éternel ? Et puis, juste troisième point. Donc, il y a deux questions. Il y a celle du mythe éternel de la révolution agraire. Et puis, vous avez parlé du financement, en fait. Grosso modo, derrière la question de l'agrobusiness au Brésil, il y a aussi la question du financement des campagnes électorales. Bon. Quand vous évoquiez tout à l'heure la région de Bahia avec un gouverneur PT, ça veut dire aussi que derrière, il y a d'autres systèmes qu'on ne voit pas forcément. Et si on passe à côté de ça, on passe à côté de beaucoup de choses, il me semble. Exactement. Il y a une question d'occupation de territoire de députés dans la Chambre des députés qui votent les lois
l'Assemblée et qui va définir si ça va marcher, les cadastres va marcher et combien ça va avancer, en quel rythme va avancer. Donc les structures politiques qui donnent la direction de cet avancement. Et 60% de la Chambre des députés aujourd'hui est de la bancada ruraliste, qui est donc des agrobusiness. Et derrière ça, les grands laboratoires génétiques américains, la Chine, le déboisement pour l'Europe et toutes nous qui sommes là font partie. Pierre Gautreau, même si nos compétences sont limitées, on ne peut pas connaître toutes les réformes agraires du monde entier, mais est-ce que vous avez connaissance d'une réforme agraire qui a marché ? Tout dépend qui a marché pour qui, comment, voilà, tout dépend de quel point on se place, mais moi j'ai le vague souvenir de cours, de je ne sais plus qui d'ailleurs, je pense que le Japon post-45 a connu une réforme agraire très importante, avec l'élimination notamment des classes possédantes grâce aux Américains, les citoyens des États-Unis, parce que les Américains ils sont sur les deux continents. Il y a eu ça. Au Mexique, suite à la révolution mexicaine, 1910-1917, vous avez quand même l'élimination d'une grande partie de l'oligarchie qui a mis en place un système de gestion collective et de propriété collective des terres qu'on appelle l'ejido. Donc, en fait, il y a des pays où les bouleversements sont très importants. Après, dès qu'on élargit la focale sur le temps long, est-ce que ça a marché, pas marché ? Très souvent, ça peut marcher un temps au sens d'une redistribution, mais est-ce qu'après, ça permet aux gens de vivre des terres qui viennent d'acquérir collectivement ? Ça, c'est une autre question. Mais oui, si vous regardez dans le détail certaines réformes, certains pays, d'ailleurs, les USA, et pas du tout dans des buts, on va dire, philanthropiques, ont favorisé les réformes justement suite à la Seconde Guerre mondiale, et notamment au Japon. Donc parfois les réformes agraires dans un sens de redistribution viennent aussi par des canaux un peu détournés et pas forcément par des révolutions latino-américaines. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions ? Je suis désolée, je ne vois pas très bien. Oui, madame, il y a une question. Vous avez le micro. Très bien, bonjour. Pareil. Merci pour vos commentaires, présentations. J'ai une question. Comment s'articule l'exploitation forestière et l'élevage ? Quel est toujours l'intérêt pour les fazenderos de brûler au lieu d'exploiter le bois ? C'est une question un peu de la chaîne opératoire autour de la mise en place de l'élevage que je pose. Et j'aurais une deuxième question. Est-ce que vous pouvez brièvement, je ne sais pas si c'est faisable, mais brosser un panorama de comment ça se passe dans les autres pays amazoniens, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, vous l'avez vaguement évoqué, mais pas du côté amazonien, le Venezuela, l'ensemble des... Est-ce qu'il y a une même logique d'élevage qui se développe, surtout avec l'ouverture de la route vers le Pacifique ? J'ai l'impression que vous connaissez tous bien mieux le Brésil que moi, parce que j'avais beau dire péter partie des travailleurs, vous le connaissez tous et vous parlez portugais manifestement. Caroline Arantes, sur la première partie peut-être de la question, est-ce que ceux que vous avez rencontrés, pour eux, c'est poser la question de choisir entre exploitation du bois ils font les deux en fait. Ils font les deux. Qui, avant de mettre feu dans la forêt, ils demandent de découper les bois qui ont de valeur et les vendent avant. Et après, ils coupent le reste et prennent le feu. Donc, c'est des fois en accord entre les deux types d'illégalité. Et moi, j'ai une toute suspicion que cette route qui va traverser l'Amazonie, ça servira justement à faire transporter la soja. Donc, je pense que le but, c'est vraiment de construire des routes pour transporter justement cette production agricole. Et sur la deuxième partie de la question, savoir si d'autres pays où l'Amazonie je n'ai pas d'expertise présente, en particulier, mais comme le disait Pierre, c'est vrai que comme la frontière, le Rondônia et le Mato Grosso, donc les États du sud-ouest du Brésil, ont une frontière avec la Bolivie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs brésiliens qui ont acheté de la terre en Bolivie pour vraiment dupliquer exactement le modèle, en fait, parce qu'on est dans le même écosystème que celui qu'ils ont testé dans le Mato Grosso. Donc ça, c'est un élément important. Après, c'est vrai qu'au Pérou, en Équateur, en Bolivie, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu dans
la pression de déforestation. Il y a de l'élevage, notamment en Colombie, qui se développe. Après, il y a la question du narcotrafic qui était assez peu présente au Brésil, enfin en tout cas pas dans l'espace amazonien, qui arrive de plus en plus, mais qui est plus structurante dans les autres pays de la cordillère andine. Mais j'ai pas de... La Bolivie, elle est en train de reproduire les schémas de fermes d'élevage bovine, exactement, guidés par des fermiers dont j'étais avec. Ils sont vraiment en train d'exporter leur expertise pour l'Afrique et aussi pour l'Amérique latine. Alors, il y avait d'autres questions. J'ai vu un micro, voilà. Et monsieur aussi sur la droite pour la question d'après, s'il vous plaît. Oui, pardon, bonsoir. Bonsoir. C'est peut-être un petit peu annexe, mais je ne m'y connais pas hyper bien, mais je trouvais ça un petit peu... Enfin, je voulais savoir s'il y avait des politiques qui avaient été menées ou si la question de la famine, des crises de famine qu'il peut y avoir au Brésil sur les populations, du fait que le Brésil est quand même une grande puissance agricole et que du coup il y a quand même beaucoup d'agriculture qui est faite sur ça, mais que paradoxalement, en parallèle, il y a quand même des populations qui ont faim et qui font face à des crises de famine. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait, si la question avait été abordée ou s'il y a des mesures, je sais pas. C'est vrai qu'une grande part de la viande part à l'export. Non, 70% de la production de viande, c'est de consommation interne. On n'exporte que 30% de la production de viande. Mais à nouveau, c'est une histoire d'un pays qui n'a pas une distribution de richesses. On est encore donc les patrons de la Casa Branca, ce qu'on appelait les grandes maisons de propriétaires fermiers, et les structures esclavagistes derrière. Donc il y a un manque de distribution des rentes qui, là, cette semaine même, on a arrivé à voter une loi comme quoi la classe moyenne basse au Brésil ne payera pas d'impôts. Ça, c'est une première et c'était très difficile d'arriver à ça. Et en même temps, le gouvernement a essayé de taxer les riches. Les riches, ça veut dire, mais vraiment très, très riches. Et les paris et aussi les agrobusiness. Et cette semaine, hier, c'était annulé. C'est-à-dire la Chambre des députés n'a pas décidé, n'a pas accepté cette installation de cette loi de taxation de plus riches. Donc on est dans ce moment, dans cette structure. Et après, c'est un pays qui a vécu énormément de dictatures et cette représentativité était mise complètement de côté. Donc, il y a un début, disons comme ça, d'une société un peu plus représentative qui disent, écoute, nous sommes une population qui a besoin de partage. Et ce n'est pas si simple parce que la majorité des gens au Brésil sont des gens noirs. Et donc, on a à revoir aussi des histoires de l'esclavage. Merci. Oui, un petit mot chacun. Juste, je me permets, en fait, au Brésil, il n'y a pas de famine. Il y a beaucoup de gens qui mangent mal, avec un régime notamment qui tend à se calquer un peu sur le régime nord-américain, qui peut être très, très, très mal équilibré. Mais par contre, il n'y a pas de famine au sens de famine qu'on peut observer en Afrique aujourd'hui encore. Après, je dirais que au début des années 2000, quand Lula est arrivé au pouvoir, le programme de Fin Zéro, qui était un programme de politique publique pour permettre aux familles et aux foyers modestes d'acheter des denrées alimentaires de première nécessité, notamment de la viande, on répondit aussi à une demande sociale, c'est-à-dire que, en tout cas, jusqu'aux années 80, 90, 2000, et peut-être, franchement, c'est pas impossible que ça se passe encore aujourd'hui, c'est-à-dire dans des zones rurales entièrement dédiées à l'agrobusiness, il y a des formes de malnutrition ou de personnes qui soient suffisamment pauvres pour vraiment mal manger ou se restreindre en fait. Mais de là à ce que ce soit des famines au sens technique du terme, c'est pas le cas. Les fruits et les légumes, c'est quelque chose de très excessivement cher pour les quotidiens de Brésiliens moyen-basse, classe moyenne-basse. Merci. Vous avez une question, monsieur. Bonsoir. Bonsoir et merci d'abord. Et moi, j'avais deux questions. Une qui est de contexte, pour le coup. On a parlé de la déforestation et tout d'un coup, on est parti sur l'élevage et l'agroalimentaire. Si, on vous entend, Pardon. Et j'aurais aimé savoir quelle est la part, justement, de l'élevage et de l'agroalimentaire vis-à-vis du reste qui pourrait causer la déforestation, notamment l'extraction des minerais, l'extraction du pétrole, l'accès, la mobilité, les infrastructures, enfin tout le reste, pour le coup.
un tableau un peu plus général. C'est comme le disait, enfin, on en a un petit peu parlé, mais c'est une affaire de cycle, c'est-à-dire la déforestation, c'est une sorte de tapis roulant. On va d'abord prélever en général les bois précieux. Ensuite, si on vient, parce qu'il y a des mines d'or, en général c'est le long des cours d'eau, en fait on va raser la forêt pour juste étendre la prospection minière. Mais quand même l'immense majorité, je dirais 90%, c'est lié à l'expansion de l'agrobusiness, c'est-à-dire d'abord les pâtures, ensuite éventuellement du soja. Évidemment, il y a une emprise des infrastructures, une croissance des zones urbaines, etc. Mais elle est corrélative, on va dire, à l'expansion des activités d'agro-industrie. Il y a effectivement des activités de prospection pétrolière au Brésil, mais en fait, elles sont quasi exclusivement dans offshore, en fait. Là, les dernières grosses licences qui ont été ouvertes par le président Lula, c'est dans l'embouchure de l'Amazone, pour des raisons assez évidentes, parce qu'il y a des sédiments qui se déversent dans cette zone, en fait, depuis des centaines de milliers d'années. Mais il n'y a pas de grands projets d'extraction pétrolière. Il y a des grands projets miniers en Amazonie, mais il n'y a pas des grands projets d'extraction pétrolière. Donc vraiment, je dirais l'essentiel, je n'ai pas le chiffre, mais je dirais que c'est au moins 80-90% qui est lié à l'agrobusiness, quoi. Avec d'abord les premiers cycles, toujours le bois, effectivement. Il y a des questions, c'est-à-dire que l'Amazonie, elle est attaquée de partout, n'est-ce pas? Même les hydroélectriques, c'est des pouvoirs assez importants. Il y a l'intention de construire 11 barrages partout dans l'Amazonie, dont EDF, par exemple, fait partie. C'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à notre participation en Europe à ça. C'est-à-dire qu'une des grandes questions de déforestation, c'est la construction de hydroélectriques. Parce que les gens ne vont pas enlever les forêts avant de submerger cette forêt en eau. Cette eau va devenir pourrie parce que la forêt va putréfier en bas de cette eau. Les poissons vont disparaître et la population locale vont aussi souffrir de cet dommagement. Donc, c'est le cas, par exemple, de Altamira avec les barrages dont vous allez visiter là récemment. C'est une catastrophe naturelle extrêmement ample et grande faite sur le domaine du gouvernement de gauche. Donc, il y a plusieurs autres sujets qui sont aussi en péril. L'Amazonie est en péril. Elle est en péril aussi parce qu'il y a une occupation américaine évangélique qui essaie de ramener des populations à parler anglais et qui exploite des plantes que les gens ont des connaissances ancestrales et qui ramènent aux États-Unis pour faire des piratages des plantes et des connaissances chimiques pour des médicaments. Donc, c'est une zone extrêmement délicate et en péril. Partout, dans une colonisation interne, mais aussi extérieure. Alors, il nous reste 2 minutes. Je sais pas. Pardon. Une deuxième question, je suis désolé, mais c'est une question plus d'ouverture, ça va peut-être vous arranger. Justement, j'ai lu qu'il y avait la création d'un fonds de 125 milliards de dollars pour protéger la forêt. Enfin, en devenir, on va dire. Et justement, je rebondis sur ce que vous avez dit, Monsieur Gautreau, sur le fait que c'était déjà perdu. Je suis un peu taquin, mais quel est l'intérêt de ce fonds, du coup ? En réalité, ma question est plus, si jamais il y a cet argent, quels seraient les prochains steps à mettre en place de façon à pouvoir limiter la déforestation? J'avoue que si on pouvait terminer sur une petite note optimiste, et le fait qu'au Brésil, il y a quand même aussi des gens qui continuent à se battre pour défendre l'Amazonie sur place. Déjà perdu, c'est sûr que l'Amazonie telle qu'on la connaît va changer drastiquement. Après, c'est sûr qu'elle ne va pas non plus disparaître entièrement, elle va disparaître en termes d'aspect. Et ce fonds, c'est justement un fonds qui est abondé par généralement des États, notamment des États européens, la Norvège avec le fonds souverain norvégien. Et c'est des fonds qui, eux, ont des effets très concrets parce qu'on va financer des activités dans une réserve, dans un village, dans une commune. Donc là, pour le coup, ce fonds, ce n'est pas du tout du tape à l'œil et ça n'abonde pas des mécanismes de marché qui font croire qu'en faisant intervenir l'entreprise, voilà. Donc là, pour le coup, ça fait partie des choses qui ont beaucoup marché, qui ont très bien marché pendant Lula 1, Lula 2 et puis le début de Dilma Rousseff. Et là, pour le coup, le retour en fait, des investisseurs étrangers qui en fait, font des dons en faveur de projets petits, moyens et grands pour l'Amazonie, là c'est positif. Donc pour moi, il n'y a pas du tout anguille sous roche à travers ce fonds-là. Et quand je dis que c'est perdu, c'est-à-dire que l'Amazonie va continuer à être grignotée. Combien de temps, je ne sais pas, mais il reste encore un petit peu de surface à grignoter. Et puis, on peut espérer qu'un jour ça s'arrête pour d'autres raisons. Et pas forcément parce que l'État brésilien est devenu très fort, mais pour d'autres raisons, parce que je ne sais pas ce qui se passera, mais
je ne pense pas que l'Amazonie ait vocation à disparaître entièrement. Du côté de l'élevage, il y a des côtés positifs. Il y a là une femme, Maria-Helena Hungria, qui est une chercheuse qui a découvert une façon d'utiliser des bactéries en place de fertilisants et pesticides pour le soja, et qui vient de gagner un prix assez important de chimie. Et il y a des transformations, il y a une pression internationale qui fait que les grands éleveurs, pour l'exportation au moins, sont obligés à s'adapter à une façon d'élever. Donc il y a une nouvelle génération de fermiers qui arrive là, qui est en train de s'adapter à la pression internationale. C'est pour ça que c'est important de demander à la Chine, surtout qui est un grand consommateur, au Mexique, à l'Europe maintenant avec le Mercosur, que cela soit fait avec la rastreabilité et qu'il soit vraiment approprié, quoi. L'enjeu est là. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolée, monsieur. Oui, madame, je ne vois pas, pardon, excusez-moi. Vraiment très, très court, s'il vous plaît. Je dois rendre l'antenne, comme on dit. On écoute beaucoup qu'il y a des groupes criminels dans l'Amazonie, bien partout l'Amazonie. Est-ce qu'il y a un impact sur au sujet de la déforestation, de l'élevage, de la minération en Amazonie, de ces groupes criminels? J'imagine que le trafic mafieux alimente pas mal. Ce qui est très probable, mais là encore, on n'a pas beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus pour des raisons qu'on peut imaginer. C'est qu'une partie des investissements fonciers, notamment dans le rachat des fermes, la consolidation foncière, permettent de recycler de l'argent sale. Ouais, voilà, ça, je pense que c'est avéré. Enfin bon, voilà, je ne sais pas si on peut dire que c'est avéré, mais c'est très probable. Il y a du blanchiment de bétail à tous les, voilà, tous les sens du terme. C'est plutôt le fait d'avoir des investissements. Voilà, c'est ça. Voilà. Et les groupes criminels habitent principalement en ville et dans les grandes capitales. Donc, dernièrement, les grandes actions judiciaires, policières au Brésil, c'est justement sur l'avenue principale de Sao Paulo, la Faria Limas, où justement les grands groupes criminels et mafieux organisent la mainmise sur certains aspects de l'économie brésilienne, beaucoup plus qu'en forêt. Merci pour vos questions, en tout cas, et merci pour votre intérêt. Merci à vous d'être venus nous parler de vos travaux. Et vous avez rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, donc avec Xavier Mauduit et ses invités autour de la question de la forêt vierge qui n'existe pas. Et ça sera donc jeudi à 19h30 également. Merci beaucoup.